est là, on vient de perdre un bébé. Bon, mais du coup, on ne le dit pas parce qu'en fait, on s'est retenu beaucoup de ne pas mettre mal à l'aise les gens parce que c'est quand même un sujet qui met mal à l'aise. Un couple sur deux se sépare en cas de deuil périnatal. Placenta prévia, c'est une femme enceinte sur 200. On nous a expliqué que c'était un peu une mort à retardement. C'est-à-dire que le bébé, peut-être, on pouvait le réanimer, mais il ne survivrait pas à quelques semaines, voire quelques mois de vie. Émilie a perdu sa petite fille parce qu'elle a vécu une maladie qui est peu connue, qui s'appelle le placenta prévia. Je vous incite à rester avec nous pour cette interview pleine d'humanité. Émilie Meunier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans les locaux d'Europe 1. Merci à vous de me recevoir et de m'accorder ce moment. Pour avec grand plaisir, parce qu'on va parler d'un sujet qui touche de nombreuses femmes et dont on parle assez peu. C'est vrai. Et ce sujet, c'est « J'ai perdu mon bébé », journal d'une femme cabossée, largement inspiré de votre histoire. Mais comme vous me l'expliquiez juste avant qu'on commence cet entretien, vous avez dû faire un pas de côté pour mieux en parler aussi. Oui. Donc vous avez perdu votre bébé à quel âge déjà ? Alors moi j'ai perdu mon bébé, j'avais 36 ans, exactement comme le personnage du livre qui s'appelle Emma. En fait, quasiment tout le début du livre est vraiment assez fidèle à mon expérience de mère, ma dernière grossesse. Et après, évidemment, on part un peu plus dans la fiction pour aborder d'autres thématiques. Et donc moi, je suis tombée enceinte à 36 ans de mon deuxième enfant. Ça a été un petit plus sur un test de grossesse arrivé assez vite. Donc de ce côté-là, pas de soucis. Mais puis après, voilà, il y a eu des complications qui ont mené à la perte du bébé à 6 mois de grossesse, des suites de complications graves d'un placenta prévia. Moi, je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler, bon après je ne suis pas médecin, je connaissais la prééclampsie. Oui, c'est vrai, on en entend plus parler. Et pourtant, le placenta prévia, c'est une femme enceinte sur 200. Donc moi, quand j'ai commencé à gratter le vernis, je me suis dit, c'est quand même pas si rare, quoi. Et même du personnel médical connaît pas beaucoup, connaît peu. On manque encore de formation, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est alors ? Alors le placenta prévia, c'est un mauvais positionnement en fait du placenta. Le placenta, c'est un organe éphémère qui n'est dans le corps de la femme que pendant la grossesse. Logiquement, il se place en haut. Et donc au fur et à mesure, le ventre grossit, le placenta reste bien en haut, mais donc il migre comme ça vers le haut. Et un mauvais positionnement, c'est quand le placenta reste en bas. Et surtout, en plus, qu'il ne migre pas au fur et à mesure que la grossesse se poursuit. Donc moi, le mien, il est bien resté en bas, bien sur le col, et il n'est jamais remonté. Les risques de ça, parce que c'est vrai que c'est un peu abstrait quand on vit pas la grossesse, c'est qu'il y a des frottements répétés avec le col de l'utérus, ce qui crée des saignements, ce qui peut créer des saignements, en tout cas moi dans mon cas, ce qui a créé très rapidement des saignements, ce qui forcément fragilise la machine, fragilise le corps, fragilise le moral. Tout, effectivement. Parce qu'on surveille en permanence. Exactement, c'est terrible. Et ça peut surtout créer de très graves hémorragies, parce que on peut se réveiller dans une mare de sang. C'est pas des petits saignements. C'est-à-dire que avant d'avoir cette pathologie, moi, j'avais jamais saigné autant, même femme avec des règles, tout ça. C'est-à-dire que j'ai jamais autant saigné qu'enceinte. Normalement, quand même, ça remonte. Bon, moi, j'ai vraiment pas eu de chance. Mais la grande difficulté, c'est que ça entrave en fait la sortie du bébé. Ce qui fait que dans la plus grosse majorité des cas, si le placenta n'est pas remonté, c'est une césarienne obligatoire pour sortir le bébé. Voilà. Mais moi, quand j'ai eu mes premiers saignements, au quasi tout début de la grossesse, j'ai cru à une fausse couche comme vous. Parce que ça, par contre, le terme fausse couche, c'est marrant, mais tout le monde le connaît. Oui, et après, tout le reste, non. Et on aime bien dire fausse couche. Moi, je déteste ce terme parce que pour moi, il n'y a rien de faux dans l'idée de vivre ce genre d'événement dans la vie d'une femme et même dans la vie d'un couple, d'un coparent. Il n'y a rien de faux et peu importe le stade. Vous voyez, peu importe... Oui, la douleur est la même, voilà. C'est ça que vous voulez dire. En fait, à partir du moment où la grossesse est désirée, où on accueille cette grossesse positivement, perdre un enfant, alors oui, c'est sûr, à 9 mois, on a un petit peu plus le temps de se projeter, à 6 mois aussi,
Mais même au tout début, la douleur, je pense qu'il ne faut pas qu'on la catégorise comme fausse. Oui, Voilà. vous avez raison, les mots ont du pouvoir Ouais. et c'est important d'utiliser les bons mots. D'où l'intérêt aussi d'un livre, parce qu'en fait, dans toute cette histoire, moi, je me suis sentie très seule. Des mots, j'en ai pas trouvé. Le personnel médical, comme je vous disais, est pas trop formé, je trouve, à ces pathologies. Enfin, voilà, ils connaissent dans les grandes lignes. Et voilà, il n'y avait pas grand monde pour rassurer. Pour vous aider, non, non. Pour vous entendre non plus, vous écouter non plus. Aussi, ouais. Alors après, moi, je me suis pas trop exprimée sur le moment, parce qu'on vit quand même... Donc les saignements ont fait qu'il a fallu que je reste alitée beaucoup, comme le personnage dans le livre. Et ça, c'est vraiment une petite mort. Hein. On est allongé, on ne doit pas bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Alors au bout, voilà, c'est la télé, c'est des choses, mais socialement, c'est très, 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 très dur. Donc je me suis un petit peu mise de côté, moi aussi. Hein. Donc c'est pour ça que je compare ça un peu à une petite mort. Et pour vous occuper de votre autre enfant, c'était compliqué? Ben, je m'en occupais plus parce que dès que je bougeais, je saignais. Ah oui. Et notamment, j'ai fait une hémorragie parce qu'à l'hôpital, on nous accueille, évidemment. Hein, une femme enceinte qui saigne, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Mais on nous renvoie assez rapidement chez nous parce que, bon, on nous dit, bon, un placenta prévia qui saigne, ça peut arriver. Il faut revenir que quand il y a une très grosse hémorragie. Ah oui. Bon, bah, manque de bol, moi, ça m'est arrivé aussi chez moi, ça, avec perte de connaissance dans les toilettes. Et mon enfant à la maison et tout ça. Donc, et vous étiez près de l'hôpital? Parce que dans les déserts médicaux, oui, j'avais la chance d'être à Paris, ouais, donc évidemment des hôpitaux assez près. Mais moi, je me souviens de pas grand-chose finalement. Mais ça aussi, c'est une scène que je raconte dans le livre où du coup... Qui appelle l'hôpital quand vous êtes seule avec votre enfant? Mon conjoint. Oui, moi j'ai eu la chance, c'était un dimanche. Voilà, d'être accompagnée ce jour-là. Mais alors, frayeur de ma vie, c'est-à-dire qu'on se voit mourir quand on... Sans plus une perte de connaissance, on se voit mourir. On ne contrôle plus rien du tout. Voilà, on a l'illusion. Exactement, on a contrôle, mais là, on ne contrôle plus rien. En le corps humain possède heureusement beaucoup de litres de sang, mais bon, c'est vrai que ça va quand même assez vite. Et oui, non, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'après, moi, voilà, comme vous dites, ça a cogité dans ma tête. Je me suis dit, mais si j'avais été seule ce jour-là, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été dans la rue, si j'avais été... Et donc, après, en fait, on reste à l'hôpital jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin, on reste à l'hôpital. Ouais. Ça vous est arrivé à quel moment de votre grossesse? À combien de semaines? Moi, j'ai saigné à partir du 2e mois et demi, 3e mois. Et ensuite, après, c'était des allers-retours incessants. Et puis, sur vraiment le dernier mois, je suis restée à l'hôpital quasiment tout le temps. Est-ce qu'il y a un moyen pour les médecins de lutter contre ce placenta prévia? Alors, c'est toute la difficulté, non. C'est-à-dire vraiment, ça c'est ce que vraiment je fais vivre à ce personnage, à Emma, c'est ça, cette dualité dans la tête où on se dit, allez, on va y arriver, il y a de l'espoir, mais en fait, en même temps, on a plein de gens autour de nous qui nous disent, on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas prédire l'avenir. Le pire peut se passer comme le meilleur. C'est-à-dire que des fois, il y a des femmes qui font des graves hémorragies à un certain stade de la grossesse et puis après, tout se stoppe. Alors que le placenta reste en peut bas. Remonter, ou alors, parce que tout le long de la grossesse, il peut bouger. Oui, en fait, il n'y a aucune certitude. C'est vraiment, je crois, le pire qu'on peut annoncer à une future mère, de lui dire que peu importe ses actions, c'est sûr qu'il ne fallait pas que j'aille faire du trampoline, mais peu importe ses actions, on ne connaît pas l'issue de la grossesse. Voilà. Même si vous faites tout bien, c'est-à-dire ne pas bouger, c'est ce que j'ai fait. Ce que vous avez fait. J'ai tout bien fait et... même plus, je pense, que ce qu'il fallait faire. Mais non, mais ça n'a pas tenu. Parce qu'en fait, le corps reste une machine à la fois forte et fragile. Et je crois que mon corps n'en pouvait plus de saigner, quoi. Et un jour, donc heureusement que j'étais à l'hôpital aussi, j'ai percé la poche des os, pardon. Elle s'est percée toute seule. Elle s'est percée, oui, pardon. Bien sûr. Elle s'est percée toute seule. Parce que, trop de sang. Et ensuite, j'ai un bout du cordon ombilical qui est sorti de mon corps. Donc, vous êtes à combien de grossesse à ce moment-là? Là, c'est quelques jours avant qu'on m'enlève le bébé du ventre, quoi. Donc, je suis à quasiment 6 mois. Je suis à 25 semaines.
Donc le bébé, normalement, commence à être viable, Alors, grand prématuré. ouais, en fait, on est au tout premier stade de l'extrême prématurité. Oui. On m'avait fait des injections de corticoïdes au cas où il fallait sortir le bébé plus tôt. Mais quand bien même, à partir de... déjà, on ne réanime les enfants les bébés qu'à partir de 24 semaines et au-dessus d'un certain poids. Donc le poids, c'est 500 grammes. Mais bon, on voit des pédiatres à l'hôpital, des pédiatres en plus spécialisés en néonatologie, parce que moi j'ai été admise dans les services des grossesses à haut risque. Bien sûr. Voilà, on n'est pas dans une maternité classique. Classique, exactement. Et les pédiatres arrivent avec une tête sombre en disant ok, ça c'est les textes. La réalité, c'est que vous ne voulez pas que votre enfant il soit réanimé à 500 grammes et à 24 semaines de grossesse. Ils nous le disent. Hein. À cause des séquelles. Mais oui. Parce que on a tous un peu dans notre entourage connu des bébés nés trop tôt, mais souvent ça se joue à un mois, 2 mois. Un mois, 2 mois, ouais, je dirais grand maximum 2 mois. Et on les a tous vus, ces bébés. On a tous vu qu'ils étaient très petits, très fragiles, et que potentiellement il y a eu des séquelles. En couveuse. Ouais, voilà. Là, on est sur... tout petit, hein. Pire, ouais. Tout petit. Finalement, on nous avait un peu expliqué, mais c'est vrai que sur le moment, nous, on se mettait des œillères parce qu'il fallait quand même continuer à espérer, un minimum. On nous a expliqué que c'était un peu une mort à retardement. C'est-à-dire que le bébé, peut-être, on pouvait le réanimer, mais il ne survivrait pas à quelques semaines, voire quelques mois de vie. Vous l'avez senti bouger, ce petit bébé ? Oui, alors un peu. Je pense que l'esprit joue beaucoup là-dedans. Peut-être que je ne voulais pas trop le sentir. Mais oui, je l'ai senti un peu. Alors, ce qui était tragique dans toute cette histoire, et ce qui m'a fait, je pense, vraiment le plus mal au cœur quand j'étais admise à l'hôpital, avant évidemment de perdre l'enfant, c'était qu'on m'interdisait de toucher mon ventre et d'avoir des interactions justement avec ce bébé. Pourquoi ? Alors, c'était une interdiction. Pour éviter l'interaction ? Non. Pour vous protéger psychologiquement ? Non. C'était même pas pour ça. Alors finalement, ça a joué aussi là-dessus, je pense. Mais c'était plus parce qu'en fait, quand on touche un ventre, on stimule. Et si le bébé, par exemple, bougeait ou autre, ça pouvait créer des contractions. Contractions pouvaient créer des saignements. Et ainsi de suite. On était vraiment dans un serpent qui se mordait la queue. Il fallait rester immobile. Donc même pas une caresse sur le ventre. Moi je faisais, mais en fait oui, en effet, mon ventre il contractait, il se durcissait et les contractions, j'en ai eu beaucoup. Hein, et là, on se dit oh là là, ça peut finir en hémorragie, ça peut, enfin voilà. Donc là, vous perdez les os. Je perds les os, je perds un bout de cordon. Un bout de cordon. Je hurle dans les toilettes de ma chambre d'hôpital. Je hurle à mon conjoint de prévenir aussi, parce que j'avais l'impression qu'en fait le bébé sortait. Parce qu'on sent quelque chose de chaud, d'humain, quoi. Enfin, ouais, un peu visqueux, oui, hein, comme quand on a accouché, on le sait. Ouais. C'est très bizarre, quoi. Enfin, vraiment. Tout ça avec du sang. Oui, évidemment. Puisque hémorragie. En fait, voilà. Oui, mais en fait, vraiment, le sang ne m'a pas quittée, en fait, de toute la grossesse. Hein. C'est-à-dire que si ce n'était pas des hémorragies ou si c'était des petits saignements comme des fins de règles ou autre, quoi. Enfin, vraiment, j'ai saigné quasiment... tout le temps. Oui, j'ai saigné toute ma grossesse. Ouais. Enfin, les 6 mois qu'elle a duré. Donc là, votre mari fait le nécessaire. Il appelle les médecins, tout le monde s'affole. Parce qu'il savait, c'était en fait quasiment presque logique. En fait, on m'avait expliqué que quand on perd les os, un corps de femme, voilà, il est bien fait. Soit ça déclenche dans les quelques jours qui viennent un accouchement, soit ça peut aussi créer une infection, donc le corps il expulse. Voilà, on essayait de garder ce bébé à l'intérieur. Au maximum. Mais en fait, c'était vraiment... on luttait, je pense, aussi contre quelque chose qui est naturel, quoi. Et voilà, mon corps a dit stop, quoi, à cette grossesse qui était trop dure depuis le début. Et puis après, ce qu'il faut savoir aussi, nous, ce que les pédiatres nous ont expliqué, c'est que quand le bébé n'a plus d'eau, en fait, quand il n'y a plus d'eau dans la poche, même si on le garde en nous, parce que moi, la première question que je leur ai posée, en perdant les os, j'ai dit, il sort là, parce qu'il ne peut plus respirer. Bon, évidemment,
on ne réfléchit pas, on m'a dit mais non, il ne respire pas comme ça, il respire avec le cordon ombilical, mais il risque une hypoplasie pulmonaire en fait à force d'être compressé. Et ça, même si on grappille des semaines, en sortant en fait, c'est une infection respiratoire. Et là, ça peut en effet le tuer entre guillemets après coup, quoi, à retardement. Donc en fait, il y avait des risques à chaque phrase. C'est vraiment, ouais, c'est ce que ça, je dis dans le livre. dire. Et vous étiez en danger aussi. La maman était en danger aussi. Et ça, c'est aussi ce qu'il a fallu gérer avec l'entourage, et qui était très inquiet, et mon conjoint. Et au final, en fait, la personne à sauver, vraiment le personnel médical n'arrêtait pas de me le dire, c'était moi. J'étais la seule personne vivante face à eux, pour l'instant. Et donc, on est parti en césarienne code rouge. Code rouge, c'est urgence vitale. Donc, c'était pour sauvetage maternel. Ah, maternel. Ouais. Donc, vous étiez plus en danger encore que ce petit bébé. Oui, parce qu'en fait, si le cordon était sorti, c'est bien qu'il y avait un problème, puisque normalement, mon placenta devait tout bloquer. Oui. Donc, le placenta avait dû se décoller, ce qui, on a appris après, avait été le cas. Un placenta qui se décolle, c'est hémorragie ah oui. Si on ne fait rien. Et ouais, voilà. Donc césarienne, il vous sauve la vie. Il me sauve la vie. Moi, franchement, je n'ai aucune idée du temps, mais 5 minutes, je dirais. Je suis endormie, voilà. Il me sauve la vie, et ensuite, il y a ce réveil en salle de réveil. Vous n'êtes plus enceinte? Je ne suis plus enceinte, et je sais, sans qu'on me le dise. Donc, vous n'avez pas vu votre enfant? Non, on se réveille dans cette salle de réveil, très froide, on est vraiment extrêmement shooté. Hein. On a du mal à comprendre ce qui arrive, et en fait, ça a été dur d'intégrer ça et de le dire aux autres autour de moi, mais le premier réflexe que j'ai eu, ça n'a pas été d'être triste tout de suite, moi, ça a été d'être soulagée. Parce qu'en fait, je savais que j'avais été sauvée, et je savais que j'allais revoir mon fils, parce que j'ai un enfant qui a 6 ans et qui m'attendait à la maison. Ensuite, après, évidemment, on m'annonce la terrible nouvelle. Là, on rentre en chambre et évidemment, on pleure beaucoup. Et en fait, on ne nous propose pas tout de suite de voir l'enfant. On nous le propose après une première nuit. Et là, on nous explique qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé qu'ils ont pris des empreintes, ils ont pris des photos. Ils ont un bracelet de naissance, si on veut la voir. Des empreintes? Oui, ils ont pris des empreintes du bébé. Ils lui ont mis les pieds et les mains dans de l'encre. Et... Pourquoi? Pour les parents, après? Pour des souvenirs, ouais, pour les parents. Mais en fait, nous, quand on nous annonce tout ça, on a exactement la même réaction que vous. On est là, pourquoi? C'est morbide pour nous de faire ça un petit peu. Hein. Mon conjoint, je sais que lui était le seul éveillé pendant l'opération. On lui a proposé d'aller accompagner le bébé. On lui a bien dit que le bébé n'allait pas survivre. Et, bon, il a refusé. Mais qu'il pouvait être là. Ouais. Ouais. Et donc, il a refusé. Ça, c'est la première chose, je crois, qu'il m'a dit. Évidemment, moi, je ne lui en ai pas voulu, parce qu'en fait, j'aurais fait, je pense, exactement la même chose que lui. Sur le moment, en fait, on a un instinct de protection. Voilà. Tous les deux, on se met dans une bulle. On veut rien savoir un petit peu de tout ça. On apprend plein de termes. On apprend justement le fameux terme deuil périnatal. On entend beaucoup parler de fausse couche, mais jamais de deuil périnatal. On nous dit qu'on est des paranges, des mamanges, tout ça. Moi, j'en parle dans le livre. Ça nous a paru complètement absurde, et on n'était pas forcément d'accord. Et donc, oui, le personnel médical veut en parler, a raison, après coup. Parce qu'en fait, il faut en parler assez vite, pas tout enfouir au fond de nous. Mais comment on en parle? Aujourd'hui, on ne regrette pas nos décisions. On a juste voulu le petit bracelet de naissance. Mais pour le reste, on préfère garder une image quand même de ce bébé qui bougeait un petit peu. De votre des échographies, ouais. Où on a vu des choses qu'on trouvait très très mignonnes, notamment le bébé qui suçait son pouce. Enfin voilà. Mais c'était une petite fille? Oui. Et ensuite, quand vous rentrez à la maison, comment vous exprimez ça à votre petit garçon? Pour lui, c'était peut-être qu'abstrait, parce que c'était dans le ventre. Oui, c'était en partie abstrait, en effet, parce que déjà, la grossesse s'était
pas tant avancé que ça. Ensuite, j'étais beaucoup allongée, donc le ventre se voit moins. Et puis j'ai été hospitalisée assez vite, ce qui fait qu'il ne m'a pas beaucoup vue. Lui, il vit ça comme un soulagement aussi, parce qu'en fait, sa maman lui a manqué terriblement. J'étais pas là, j'étais à l'hôpital. Et il y a des restes de Covid aussi, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a que le coparent qui avait le droit de venir me voir tous les jours, mais sinon pour le reste, c'était une visite le week-end. Et donc, moi, mon fils, il venait un samedi, une fois tous les samedis, 1 heure. C'est dur. C'est très peu. Les histoires du soir, c'était par téléphone. Puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça lui faisait plus de mal qu'autre chose d'avoir de mes nouvelles. Donc vous vous êtes retirée aussi de sa vie? Oui, un petit peu. Ce qui vous a isolé davantage, Exactement. avec cette peur en permanence. Exactement. Comment on se remet de tout ça en tant que maman ensuite? Après, on sort de l'hôpital, on prend son fils, on l'attrape comme ça. Ouais. En fait, j'étais un petit peu maman louve. J'ai été beaucoup sur lui. Alors après, ce qui était... Heureusement, je ne l'ai pas trop étouffé dans le sens où lui aussi avait ce besoin-là, qu'on se retrouve tous les deux. Évidemment, je lui ai expliqué avec des mots d'enfant. Et puis on culpabilise. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé, mais ma réponse à la culpabilité, ça a été de passer du temps avec lui, de lui faire beaucoup de cadeaux et des bisous et tout ça. Et lui était tellement content de me revoir qu'il m'a sauvée. Il nous a sauvés, parce que mon conjoint est aussi dans l'affaire. Hein. Lui n'a pas vécu 6 mois en vacances non plus. Hein. Il s'est occupé de tout. Et c'était dur mentalement, parce que lui, il ne devait pas faillir. Lui, il était toujours la personne en face. Pilier. Exactement. Donc notre fils nous a portés, parce qu'un enfant, ça rebondit très très vite. Ça parle d'autre chose, ça parle de ces chamailleries dans la cour de récré et de vous remet dans la vie, en Exactement. fait. En fait, la vie, et ça j'en parle aussi dans le livre, c'est très important. La vie, elle s'est pas arrêtée pendant que nous on a essayé de mener un combat. Et ce retour dans une vie qui ne s'est pas arrêtée est hyper dur. On ne sait plus comment s'adresser aux gens. On a l'impression qu'il y a un fossé. Et heureusement, l'enfance, c'est assez facile. Parce que bon, c'est des sujets assez légers. Basiques. Oui, donc ça allait. Et puis ça nous a vraiment porté. Il faut le nourrir, l'enfant, il faut l'emmener à l'école, voilà, tout ça. Donc ça, ça nous a porté. Et puis, mais par contre, revenir vers les amis, vers les contacts, le travail, tout ça, ça a été... Ça paraît désuet? Oui, complètement. Oui, bien sûr. Les gens racontent des trucs des fois, mais en fait, ça leur tient à cœur. Donc, évidemment, j'ai été la première à raconter des soucis, oh là là, dans le métro aussi, ou ça. Mais en fait, nous, on est là, on vient de perdre un bébé. Bon, mais du coup, on ne le dit pas, parce qu'en fait, on s'est retenu beaucoup de ne pas mettre mal à l'aise les gens, parce que c'est quand même un sujet qui met mal à l'aise. Et encore une fois, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu écrire, parce que je crois que le sujet ne doit pas rendre mal à l'aise, au contraire. Et puis souvent, ça libère la parole chez l'autre aussi, qui a pu traverser une difficulté. C'est totalement ça. Et qui n'en a pas parlé. Notre malheur a réveillé celui des autres, quoi. Et j'ai appris des histoires d'amis, de connaissances, ou de plein de gens qui m'ont dit ah bah moi aussi j'ai perdu un bébé à la naissance, ou alors j'ai fait une fausse couche, ou alors j'ai dû faire une IMG. Ou un avortement, qui est souvent un sujet. On ne prend pas suffisamment en considération les femmes qui ont avorté, parce que c'est aussi un vrai deuil. Hein. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que les femmes se muraient dans un silence. Et j'ai été étonnée. J'ai aussi été de celles qui étaient silencieuses. Et là, en fait, on sort de cette grossesse, plus de 22 semaines d'aménorrhée, ce qui fait que j'ai le droit à un congé maternité, mais j'ai pas de bébé. Ouh là là. Je fais quoi de ce temps? Et là, j'ai tout ça en pleine tête, j'ai des émotions fortes. Moi, je me dis, il faut parler, il faut écrire. Et c'est là où vous avez écrit le livre? Ouais, en fait, au début, je me suis mise devant mon ordinateur, j'ai commencé à tapoter, comme un journal intime. Mais je parlais au jeu, je savais pas qui c'était vraiment, j'avais besoin de sortir ces émotions. Au début, c'était vraiment moi qui parlais. Et après, je montre un petit peu à mon conjoint ce que j'écris. Il me dit, c'est chouette, mais ça pourrait parler à plein d'autres femmes. Et là, on commence à avoir l'idée du livre. Mais au début, c'était moi, pour exorciser, parce qu'en fait, c'est l'écriture thérapeutique. Ouais, et ça, vraiment, si je peux le conseiller aussi
Prenez un carnet, prenez ce que vous voulez. Dès qu'on a des traumatismes Écrivez, ou des écrivez, blessures, ça fait du bien, mais même, des inquiétudes. on s'en fout de la manière dont c'est écrit. Il faut sortir les mots, bien sûr, il faut aller en parler, évidemment. On a vu des psys. Il faut vraiment pas hésiter. Est-ce que le couple a survécu à ce deuil? Oui. Notre couple, oui. Alors, évidemment, il y a des chiffres, encore une fois. Un couple sur 2 se sépare en cas de deuil périnatal. Ah oui. Ouais, c'est beaucoup. Et nous, on a vu le bordel que ça mettait. C'est-à-dire qu'on connaissait revenir de l'hôpital avec un enfant. Déjà, quand on est revenu la toute première fois de l'hôpital avec notre fils en bonne santé, on s'est énormément engueulé. Là, au début, on pleure, on est hyper solidaires. Et puis après, il y a eu un fossé qui s'est créé entre mon conjoint et moi. Parce que lui, pour lui, il n'y avait pas besoin forcément d'en parler. Il n'avait pas vécu ça dans sa chair, donc il se disait c'est bon, c'est à toi d'exprimer, c'est à toi de dire que voilà, je suis là pour te soutenir, exactement. Encore une fois, l'histoire du pilier. Je ne sais pas, hein, on met peut-être ça dans la tête des garçons, hein, mais il faut qu'ils soient forts. Et moi, j'essayais de gratter, je disais mais il faut que tu en parles, et lui me disait qu'il n'en avait pas besoin. Et donc là, ce fossé, quoi, qui aurait vraiment pu se terminer en des engueulades encore plus dures que celles qu'on pouvait avoir. Lui, vous aviez l'impression que ça y est, il était passé à autre chose. Et oui, et du coup, je lui en... Vous pensiez qu'il faisait du déni ou vous pensiez que vraiment il était passé à autre chose? Je pense qu'il se disait qu'il était passé à autre chose. D'accord. Et ensuite, il y a eu un retour de flamme, enfin, il y a eu le retour de bâton, pardon. D'accord. Mais au début, il se disait, bon, bah, c'est bon, on est rentré, Émilie est en vie. Bonne santé. Voilà, notre enfant vivant va bien, on a surmonté ça, c'est dur, on va... Mais pour lui, voilà. Et ensuite, après, moi, je suis rentrée aussi, voilà, en effet, avec une césarienne d'urgence qui était ma deuxième, parce que mon précédent enfant était né par césarienne aussi. Donc très très mal, il y a ces douleurs physiques. Donc lui, il était vraiment mon petit infirmier. Là, il avait une raison de vivre qui était de s'occuper de vous. Exactement. Voilà, c'est ça. Et ça l'empêchait de cogiter. Donc moi, évidemment, je rentrais dans le large. J'étais là, mais il faut que tu me dises, ça va pas, ça va pas. Et au bout d'un moment, il me disait, mais arrête, je vais bien. Et moi, quand il me disait ça, je pétais un plomb. Comment ça, tu vas bien? C'est pas possible d'aller bien. Donc toutes ces incompréhensions... Voilà, ça fragilise le couple. Nous, on parle énormément dans mon couple, on se connaît depuis très longtemps, donc le nôtre de couple a survécu, et de manière en plus forte qu'avant. Je trouve qu'aujourd'hui, on se fait beaucoup plus confiance, par exemple. Mais voilà, je me suis dit, dans ce livre, ce personnage d'Emma, qui est mon alter ego finalement, il faut qu'elle se sépare à un moment en tout cas, il faut que son conjoint crée la séparation, parce que c'est aussi ça où moi je me suis dit qu'on allait le vivre, et je me suis dit que ça, il fallait quand même qu'on l'explore. Il y a, voilà, le livre n'est pas sombre, il y a une happy end, et surtout le couple s'en sort de manière grandit, exactement. Je voulais montrer ça, et surtout pour parler aussi à ces couples qui sont dans la difficulté, ça se trouve, ça peut les aider. Il a consulté quelqu'un, votre conjoint, oui, au moment du retour de bâton, comme vous dites? Mais alors, il a fallu que ce soit moi qui prenne le rendez-vous, hein, soyons clairs. Ça a été dur pour lui d'admettre, alors que moi, des psys, j'en ai vu... parce qu'en fait, je cherchais la bonne. Ça vous a aidé? Ça vous a aidé? Oui, énormément. Ouais, énormément. À l'hôpital, on envoie des psys. À l'hôpital, on envoie. Mais en fait, déjà, c'est dans un contexte d'hôpital. On n'a pas spécialement envie de leur parler sur le moment, parce qu'on est en train de gérer d'autres choses. On est en train d'essayer de gérer un combat. On n'a pas envie tout de suite d'être défaitiste. Et puis, j'ai trouvé que c'était moins... accompagnant? Ouais, moins chaleureux, c'était moins ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie. Voilà, j'avais besoin de quelqu'un de plus doux. Et prendre le temps de raconter, et de raconter encore. Ouais. Donc, je suis allée vers des psychologues de ville. J'en ai fait plusieurs. Et puis, j'ai trouvé celle qui, après, voilà. Qu'a suggéré? C'est des psys avec vous, qui viennent par laps de temps dans nos vies, quoi. Et on les retrouve ou on les retrouve pas. En tout cas, mon conjoint, je lui ai trouvé une psychologue. Il est allé la voir une fois. Voilà. Et après, ça lui a suffi. Et ça lui a suffi, d'accord. Émilie, est-ce que le personnage d'Emma a refait un bébé dans le livre?
Le personnage d'Emma, je ne vais pas dire forcément la fin du livre, mais en tout cas se pose énormément la question d'une nouvelle grossesse parce que je me la suis posée moi-même. Au sortir de l'hôpital, on se dit, allez, on remet ça parce qu'en fait, on se dit ça peut soigner, voilà. Mais en fait, non. Non, pas pour soigner. Ouais, c'est parce ça. que sinon, ça va être le Exactement. bébé médicament. Bébé pansement, Les pansements, ce n'est pas possible. Exactement. Voilà. Et en plus, on est trop fragile, tout ça. Mais c'est vrai que sur le moment, on pense qu'à ça. On pense qu'à refaire un bébé. Refaire un bébé, soigner le mal par le mal, quoi. Vraiment, on le veut, ce bébé vivant dans nos bras, cette grossesse, alors qu'on est terrorisé en vrai, on réfléchit pas, quoi. Et donc. Et puis il faut le temps du deuil aussi. Hein. Voilà. Et ça, mais à l'hôpital, on nous l'a dit, mais quand on sort, on peut pas l'entendre. On n'a pas envie d'entendre tout ça. Et ce personnage, justement, dans le livre, elle crie son impatience. Elle crie son impatience. Elle dit, j'en ai marre d'attendre. J'ai passé 6 mois à attendre pour accoucher de la mort. Et on va encore me dire d'attendre. Non. Moi, je l'ai pensé très fort, ça aussi. Et donc, oui, elle se pose cette question de cette nouvelle grossesse, exactement comme moi, je me la suis posée. Et puis, il y a le monde autour de nous qui n'a pas cessé d'évoluer, qui nous rappelle constamment à cette nouvelle grossesse qui pourrait arriver parce qu'on ne fait que voir des femmes enceintes dans la rue. On ne fait que voir des poussettes. On a l'impression qu'on nous annonce 1000 bébés, 1000 grossesses. Alors là, il faut déjà savoir comment réagir. C'est extrêmement dur de savoir comment réagir en essayant de se protéger soi, mais sans non plus faire de la peine aux personnes aux autres. Oui. Ça, c'est comme quand on est en processus de PMA et que ça marche pas. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, ça, je l'ai... expérimenté aussi. Non, moi, j'ai pas expérimenté la PMA, mais j'y ai fortement pensé. Le regard des autres. J'y ai vraiment pensé à ça, à ces personnes qui n'arrivaient pas, quand on leur annonce ça. Parce qu'en fait, nous, finalement, on n'y est pas arrivés non plus. Donc, il y a ce sentiment de... En plus, quand on est une femme, on nous dit toute notre enfance presque, oh, bah, tu auras un bébé quand tu seras une grande, tout ça. Ça a l'air facile, dans la famille, c'est que des naissances heureuses. On ne parle que des naissances heureuses, hein, finalement. Donc, quand on vit un échec comme ça, et vraiment je l'inclus à toutes les autres femmes qui galèrent, ben, on se dit, mais je ne suis pas une femme normale, quoi. Enfin... Vous avez culpabilisé? Ah oui, à fond, vraiment. C'est la première chose, c'est la culpabilité, alors que c'est pas du tout de notre faute de saigner, d'avoir une pathologie, de ne pas y arriver, d'une fausse couche, d'un bébé dont le cœur s'arrête potentiellement dans son ventre ou autre. Voilà. Donc tout ça, ça ramène à des questionnements. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se relance tout de suite dans une nouvelle grossesse? Voilà, le personnage du livre, elle, la question va se poser, il va se passer des choses dans sa vie. Moi, je préfère pour l'instant taire. Voilà. Taire c'est pour ça que je ne vous pose pas la question. De ma vie, vie privée. C'est ça. Ça concerne évidemment pas que moi. Il y a un tome 2 ? Non, c'est pas prévu pour l'instant. Non, parce qu'il va y avoir peut-être une suite. C'est pour ça que je vous dis ça. Peut-être en fonction de. Bon, en tout cas, je crois que c'est un livre qui peut parler à toutes les femmes. Vraiment, et même à celles qui n'auraient pas vécu ce genre de maternité, mais en tout cas, dans nos entourages, pas hésiter à dire... en fait, libérer la parole. Ouais, il ne faut pas que ça fasse peur, et parce que ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre, c'est qu'on se sort de tout, finalement. Ça reste un deuil comme un autre, mais ça, par exemple, quand on parle avec des gens qui ont perdu des proches, ils retrouvent le sourire à un moment donné dans leur vie. On a cette impression que ça n'arrivera jamais, mais en fait, si. Mais un bébé, c'est pas le sens de la vie. Un bébé, c'est difficile. C'est pour ça. Un bébé, c'est difficile. Un bébé, un enfant, c'est pas le sens de la vie. Et un bébé qu'on n'a pas connu. Moi, ça a été le deuil le plus difficile à vivre, parce que j'en ai vécu d'autres, des deuils. Mais une personne qu'on n'a pas connue, qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas touchée, on n'a aucun souvenir avec elle, hormis des sensations. C'est un deuil fantôme, c'est hyper bizarre. Et le bracelet. Et le bracelet. Ouais, du coup, c'est pour ça qu'on a pris ce petit bracelet qui nous accompagne, qui est avec nous dans notre foyer. On a trouvé, comme le personnage, un moyen de l'intégrer à notre chez nous, qui est tout le temps autour de nous. Voilà. Vous avez nommé votre petite fille ? Oui, on l'a nommée avec mon conjoint. On a refusé, par contre, comme ce que je disais, de la mettre sur notre livret de famille ou autre. Mais oui, on l'a nommée. Et aujourd'hui...
seul mon conjoint et moi connaissons le prénom. Ça nous fait un lien supplémentaire avec elle. Vous lui avez dédicacé le livre? Non, mais ce livre, il est pour elle. En fait, ce livre, c'est pour rendre toute cette histoire, tout cet événement tangible, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai rien, je peux pas la toucher, j'ai rien, et je pense qu'il y a plein de femmes qui n'ont rien en main. Et il fallait que ça devienne quelque chose. Voilà. J'aime pas dire un objet, mais il fallait que ça devienne quelque chose. Quelque chose où je peux revenir de temps à autre dans ma vie, quelque chose qui a existé vraiment et définitivement. Ouais. Merci beaucoup, Émilie Meunier. Merci à vous. Un grand merci d'être venue ici, à Europe 1. Je rappelle votre livre, J'ai perdu mon bébé, journal d'une mère cabossée, édition L'Archipel. N'hésitez pas à acheter cet ouvrage.